Bonjour à tous, bonjour pour cette nouvelle vidéo. J'allais me demander qu'est-ce que je fais. C'est une vidéo que je fais. C'est une vidéo d'Armarius. Et cette année, cette fois-ci, pardon, on va parler de la France de 40 à 44. C'est pour ça que je porte ce béret, évidemment, le béret symbole de la France à travers le monde. Symbole en même temps de la coquetterie française, hein, il ne faut pas l'oublier, chez les dames, le béret se porte très bien, c'est très coquet. Et puis, évidemment, même chez les hommes, ça se porte encore, ça se porte très bien, ça a plein d'avantages, c'est étanche, c'est léger, ça vous protège du soleil, de la pluie. Si vous en avez marre, vous le pliez en quatre, vous le mettez dans votre poche. Et là, dédicace à Bernard qui m'a prêté son béret, et un de ses bérets, parce qu'il en a plusieurs, et qui m'a expliqué tous les avantages du béret aujourd'hui encore. Et comme c'est bien d'avoir un béret. Voilà. Alors je vous le conseille aussi, parce que même quand il fait très chaud, le béret, c'est très très bien. Alors, une vidéo à la fois pour ceux qui ont envie de se souvenir de cette époque-là, pour ceux qui préparent le diplôme du brevet, pour ceux qui préparent le bac. C'est un résumé, quelque part, hein, rapide, sur ces choses-là, sur cette partie-là, et en trois parties. Une partie sur la fin de la Troisième République, deuxième partie sur Vichy, la collaboration du gouvernement du maréchal Pétain, et une troisième partie, évidemment, sur la résistance. On garde le meilleur pour la fin. Alors, on va commencer tout de suite. La défaite et la chute de la défaite de la France, hein, après la bataille de France, et la chute de la Troisième République. Alors, c'est la défaite de l'armée française en 40, Troisième République s'écroule, on a signé un armistice le 22 juin 1940, les Français sont condamnés, puisqu'on est les perdants, par les Allemands à verser des indemnités de guerre qui sont énormes, hein, l'équivalent à un maintien d'1 million d'hommes, je crois, sur notre territoire. On perd l'Alsace, voilà, et le pays est divisé en deux parties. Une partie nord et ouest qui va être nord-ouest qui va être contrôlée par les Allemands, hein, ça s'appelle la zone occupée, et au sud et au centre, une zone qui va être dite zone libre, mais qui va être dirigée depuis la nouvelle capitale de la France, qui est Vichy, parce qu'il y avait plein d'hôtels, c'était comme ça, donc c'était plus pratique. Depuis Vichy, par le maréchal Pétain et son bras droit, M. Laval, qui va se lancer dans la collaboration avec les Allemands. Hein. Ce nouveau gouvernement de Vichy, qui va remplacer la Troisième République, est un régime autoritaire. Dans la nouvelle constitution que le maréchal Pétain met en place, il a tous les pouvoirs. Il exerce le pouvoir législatif, c'est lui qui fait les lois, et son gouvernement, évidemment. C'est lui qui promeut les lois, c'est-à-dire qu'il les signe, il les fait appliquer. Il dispose de la force armée, donc il est chef de l'armée, du moins de ce qu'il en reste, hein, parce que les Allemands nous ont autorisé le gouvernement de Vichy d'avoir une toute petite armée, juste de quoi maintenir l'ordre, quoi. Il a le droit de grâce et d'amnistie, c'est-à-dire si vous êtes condamné, il peut vous sauver. Il a viré les sénateurs, viré les députés, puisqu'il n'en a plus besoin, puisque c'est lui qui fait les lois. À quoi ça sert d'avoir des gens qui ne servent à rien? Disons qu'il n'y a plus de démocratie. Dans une démocratie, les trois pouvoirs sont séparés. Le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Le législatif, les députés, les sénateurs. L'exécutif, c'est l'État. Et le judiciaire, et là, tout est regroupé, puisque même il peut faire condamner qui il veut. Voilà, tout simplement. Hein, Pétain aussi. Donc il a tous les pouvoirs entre ses mains. Ça s'appelle une dictature. Et alors quand il va demander que tous les préfets, que tous les magistrats prêtent serment, hein, il y en a très 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 peu qui ne vont pas prêter serment au maréchal Pétain, hein, et jurer de lui obéir. Voilà. Il y en aura très peu. Hein. Un fonctionnaire reste un fonctionnaire.
Euh, donc, et il y en aura quelques-uns, mais ils ne seront pas très nombreux, hein. Un qui est très connu, évidemment, parmi les préfets, c'est Jean Moulin. D'ailleurs, je crois que c'était le seul, Jean Moulin, parmi les préfets, qui a dit non, moi je n'obéirai pas, la guerre continue. Je ne rentre pas dans une collaboration avec l'Allemagne. Ce qui nous amène directement à la deuxième partie, qui est le régime de Vichy. Alors, c'est pas on va faire un régime à Vichy, hein, c'est le régime de Vichy. C'est bien différent. C'est-à-dire, c'est un gouvernement qui va collaborer avec l'Allemagne nazie et l'Allemagne d'Hitler. D'ailleurs, on ne dit plus République française, on parle d'État français. L'État français. Dirigé par le maréchal Pétain, qu'on retrouve sur les pièces de cette époque-là. Hein, on voit sa tête sur les pièces de cette époque-là. La devise de la France n'est plus liberté, égalité, fraternité. Mais quoi ça sert de faire liberté, égalité, fraternité? Non, 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 on n'y croit pas. C'est travail, famille, patrie. Hein, le maréchal, le vieux maréchal, il est vieux hein, déjà, veut revenir sur des valeurs traditionnelles. Il supprime les libertés de presse, des médias, de façon générale. Donc il faut que tous les services de presse, tous les journalistes fassent ce qu'ils demandent. Bon, on ne les a pas forcés avec un fusil sur la tempe hein, non plus, hein. Il y en a plein qui ont collaboré, très facilement. Il faut que chaque Français ait chez lui le portrait du maréchal Pétain. C'est comme si vous, on vous demandait là d'avoir le portrait à la maison du président actuel, hein, chez vous, voilà. Et on chante tous les matins à l'école, maréchal, nous voilà, pour bien mettre dans la tête des enfants que le sauveur, c'est le maréchal, le sauveur de la France, et que s'il y a une voie qui est possible, il n'y en a qu'une, c'est celle de suivre le maréchal. Il faut bien penser que la plupart des Français suivent comme un seul homme hein, dans cette histoire, parce qu'ils ne savent plus vers qui se tourner. Hein. On a perdu la bataille de France, tout est chamboulé, les gens y suivent. Hein. D'accord ? Et puis même les enfants sont embrigadés, comme dans une dictature, où le dictateur, on le met là-haut, et puis c'est Dieu, quoi. Ah, ça c'est mon chien encore. Oka, ça. Allez, couchez Oka. Ça veut dire sombre en japonais. Oka. Mais il n'est pas sombre hein, du tout. Elle n'est pas sombre, pardon. C'est une petite chienne, une bretonne, une saucisse bretonne. Alors, le maréchal va tellement dans la collaboration, c'est dur à dire du coup, qu'il va créer une sorte de SS français, ouais, qu'on appelle la milice. Alors on porte le béret comme ça à la milice. D'accord hein, et c'est un peu le chasseur alpin quoi, sur le côté. Et cette milice va aider les Allemands à poursuivre d'autres Français, qui sont les résistants, à capturer des Juifs, des opposants politiques, des communistes, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Pétain, à l'époque. Notre ami Pétain et le gouvernement de Vichy, avec son bras droit Laval, vont participer pleinement à l'exclusion des Juifs de la société au départ, puis à la déportation vers les camps de concentration et les camps d'extermination des Juifs. Voilà. La police française va collaborer avec la milice, va collaborer auprès de l'armée allemande et de la Gestapo. La Gestapo, je vous rappelle que c'est la police des SS, les durs de durs, hein, justement pour exterminer les opposants. Vous avez dû entendre parler en histoire peut-être, ou dans autre chose, de la rafle du Veldiv. Bon, c'est la rafle la plus connue, il y en a eu plein d'autres, on ne parle que de celle-là, mais il y en a eu plein d'autres. Hein. Il y en a eu dans toutes les grandes villes. Et la rafle du Veldiv, elle est connue parce qu'elle se passe à Paris, et que c'est peut-être la plus importante, où la police française va ramasser tous les juifs de la capitale. Enfin, tout ce qu'ils peuvent. Certains vont être cachés par des Français, certains vont réussir à s'enfuir. On voit bien que là, on est sur une collaboration. On a des fonctionnaires qui répondent encore à l'état de Vichy, dans la zone occupée par les Allemands, et hop,
allez, vous vous mettez au service des Allemands, vous allez ramasser les Juifs. D'accord? C'est comme ça que 75 000 Juifs, en France, vont être livrés par l'État français, à l'époque. C'est pas la République française, hein, je vous rappelle, c'est l'État français, du maréchal Pétain, qui va livrer 75 000 Juifs, à peu près, aux Allemands, pour être déportés dans les camps de concentration et d'extermination. Alors on peut dire que peut-être à l'époque ils ne savaient pas trop, ils pensaient qu'on les amenait dans des zones en Pologne pour travailler, des camps de travail, mais qu'on ne pensait pas que c'était de telles situations de vie au quotidien, qu'on les tuait en fin de compte. Hein, voilà. Mais bon, peut-être qu'au tout début, ils ne savaient pas, mais très rapidement ils ont su. C'est pas possible autrement. Voilà. Le maréchal Pétain est conseillé, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, par son chef du gouvernement, M. Pierre Laval. Alors celui-là, Laval, celui-là, il a retourné sa veste. C'est un souci, celui-là. C'est un homme politique important de la Troisième République, hein, puisqu'il a été Premier ministre, entre guillemets. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais bon, c'est pour vous donner l'idée. Il a souvent changé de parti, il va souvent du côté le plus fort, là où il y a des places de ministres qui pourraient s'ouvrir. Donc il a été ministre aussi avant, comme Premier ministre, comme député. Et là, encore une fois, il va se tourner vers le plus fort. Le plus fort, ça a l'air d'être Pétain, ben je me tourne vers le plus fort. Et le plus fort que Pétain, c'est qui? C'est l'Allemagne. On collabore. D'accord? Et c'est vraiment une collaboration d'État que Laval, mais alors, va pousser, mais bien, avec l'Allemagne. D'accord? Il est persuadé que c'est l'Allemagne qui va gagner, de toute façon, qui va gagner la Deuxième Guerre mondiale et qui va réussir à vaincre tout le monde. Voilà. Si vous avez une image à retenir, ou que l'on retient dans l'histoire de la collaboration, c'est Montoire. En octobre 1940, donc très peu de temps après la défaite, il va y avoir une rencontre entre le maréchal Pétain et Adolf Hitler, qui vont se rencontrer dans une gare à Montoire. C'est vraiment l'image de la collaboration que vous avez dans tous les livres, l'image qui montre l'État français, pas la République française, mais bien l'État français, se lance dans la collaboration avec l'Allemagne. Et on collabore tellement que les Français meurent de faim parce que tout ce qui est nourriture, la viande, le beurre, le lait, le tabac, le café, tout ça, ça part en Allemagne. Hein. En France, on mange des rutabagas, il y a du marché noir, les gens essayent de s'en sortir, c'est très compliqué au quotidien. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les Français vont avoir du mal aussi surtout les pères de famille, hein, les gens qui ont des familles à charge, ont du mal à se lancer dans une forme de résistance, parce que quelque part, eh bien, les gens se battent pour vivre au quotidien. Hein. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout part à l'Allemagne. On collabore tellement qu'on leur donne tout. L'industrie, ça travaille pour l'Allemagne. Voilà. Hein. Donc, la nourriture, ça part en Allemagne. Donc, c'est très, très, très compliqué dans le quotidien des Français. Voilà. Et puis, là, vous imaginez un petit peu intellectuellement comment ça peut être compliqué à comprendre que des Français qui obéissent à Pétain, qu'on appelle la milice, qui se comportent comme des SS, vont attaquer des Français qui disent que la guerre doit continuer, qu'on doit libérer la France, parce que en tant que Français, je me dis, tiens, c'est bien ça de résister. Mais alors pourquoi les autres Français, ils les tuent? Enfin, c'est compliqué, hein, certainement dans la tête des Français à cette époque-là. La zone libre et l'État français va disparaître, entre guillemets, hein, plus ou moins, le 11 novembre 1942. La France est entièrement occupée par les Allemands. Ils n'ont pas choisi la date au hasard, à mon avis, le 11 novembre. Zoup, fin de la Première Guerre mondiale qu'on avait gagnée. Là, hop, symboliquement, ils nous ont... Allez, hop, ils sont entrés dans la zone libre comme dans du beurre, puisque l'armée française qui était autorisée sur le territoire était très faible. Donc, bon, voilà. Et adieu l'État de Vichy. Ça m'amène directement à la troisième partie.
le rôle de la résistance française. Alors, dès la défaite de la France, il y a un général qui sort du lot, évidemment que tout le monde connaît, le général de Gaulle. Alors, il s'est réfugié à Londres au moment de la défaite, et il lance un appel, le fameux appel du 18 juin, qui dit que depuis Radio Londres, donc la BBC, il lance l'appel qui invite tous les Français à résister, à le rejoindre pour continuer le combat. Voilà, et en Angleterre. C'est là qu'il lance son célèbre « On a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre hein ». Voilà, c'est pourquoi je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, hein, à s'unir à moi dans l'action et dans le sacrifice et dans l'espérance. Voilà, c'est la grande phrase de Gaulle à ce jour-là. Alors, très peu de monde va l'entendre, hein, malheureusement, parce que les gens n'écoutent pas la BBC. Ils écoutent Radio Luxembourg, les radios parisiennes, ils écoutent les radios francophones. Comme vous écoutez Armarius, vous n'allez pas écouter un Armarius anglais, vous allez écouter un Armarius français. C'est normal, il faut imaginer le contexte aussi. Hein. Alors, il ne va pas y avoir beaucoup de gens qui vont venir le rejoindre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont entendu. Les gens qui le rejoignent, c'est ceux qui sont déjà sur Londres, généralement, qui sont déjà en Angleterre, une partie de l'armée française qui est déjà en Angleterre. Alors il va former autour de lui une petite armée au départ, de volontaires, qu'on appelle les Forces Françaises Libres, FFL. Voilà. Ils ne sont quelques milliers au départ, mais qui va appeler les Compagnons de la Libération parce que c'est les tout premiers. Mais donc, comme je vous ai dit, hein, au départ, très peu de Français. Et puis il y en a d'autres qui vont penser que De Gaulle est d'accord avec Pétain. Il y en a un qui est resté ici pour garder le territoire français qui reste, l'autre qui est parti à l'étranger pour aller chercher de l'aide. Donc les gens n'y comprennent plus grand-chose, il faut se le dire, et ils essayent de se trouver une explication, voilà, qui n'est pas forcément évidente. Parallèlement à ça, à cet appel du 18 juin et de la création des forces françaises libres, et sans forcément entendre l'appel du général de Gaulle, des Français de l'intérieur, ceux qui sont encore sur le territoire, choisissent d'entrer dans la résistance. Leur difficulté, c'est qu'ils sont des petits groupes. Ce sont des petits groupes, un petit peu, qui se réunissent de manière clandestine, parce que les réunions sont interdites, et qui vont essayer de combattre à leur manière. Alors au départ, généralement, ils sont jeunes. Ceux qui essayent de résister, comme je vous disais, ceux qui sont en charge de famille, ils essayent de trouver à manger pour leur famille. C'est le but principal, pratiquement, de tous les jours, de tous les Français. Et puisque les Allemands prennent tout. Et ce sont généralement des jeunes qui disent que ils sont privés de liberté, les jeunes. Il y a des couvre-feux. À 22h, tout le monde au dodo. Hein. Voilà. Et donc, ils vont faire des journaux, ces jeunes. Ils vont faire des tracts. Ils vont faire des tags avec des V comme victoire sur les affiches de propagande allemande ou de Pétain, etc. Donc, ils sont jeunes, idéalistes, et il y a aussi quelques anciens militaires, évidemment, qui sont restés sur le territoire et qui décident de résister avec les groupes de gens qu'ils ont trouvés autour d'eux. Alors le problème pour eux, c'est que les Allemands, quand ils les prennent, pour eux, ce ne sont pas des militaires. Ces résistants sont pour eux des terroristes. Donc ces terroristes sont envoyés dans des camps de concentration. Les militaires, eux, sont envoyés dans des camps d'internement classiques, des prisons normales où ils ne vont pas mourir de faim, on ne les fait pas mourir par le travail et par la faim. Non, les soldats classiques, ils n'ont pas eu de soucis. C'était pas le luxe, mais enfin, c'était pas trop mal. Par contre, les résistants, quand ils se faisaient attraper, c'était direction camp de concentration. Voilà, la mort derrière. On les tuait par la faim, le travail, comme les juifs, comme les homosexuels, comme les handicapés, comme les opposants allemands. Voilà, ils allaient là. Hein. Après, comme matériel de guerre, ils n'ont pas grand-chose. Hein. C'est comme tout le monde. Hein. On a sorti le fusil de papa,
le fusil de chasse qu'on avait dans le placard, que les gendarmes ne nous ont pas confisqués, parce que toutes les armes normalement sont confisquées, voilà, hein, qu'on a planqué quelque part pour pas que les gendarmes le prennent. Donc bon, c'est compliqué. Ensuite, quand ils seront un peu plus organisés, ils vont commettre des sabotages. Alors ces sabotages, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils vont faire exploser des ponts, des chemins de fer, des gares, ils vont saboter les communications des Allemands. Donc ils vont faire des choses comme ça qui vont nuire à l'armée allemande et à son organisation. Ils vont aussi cacher des personnes persécutées par les nazis, comme les juifs par exemple, ou des aviateurs anglais qui ont été touchés au-dessus de la France. Les aviateurs anglais, hop, on les cache et puis on essaye de les faire retourner en Angleterre. Voilà, c'est toutes ces histoires-là, en fin de compte. Hein. Donc il y aura plein de petits groupes de résistance, sans vraiment de lien entre eux au départ. Et puis il y a des groupes de résistance espagnols même, hein, qui se sont très bien comportés. Et puis il y a des groupes de résistance espagnols qui ne sont pas bien comportés, il faut le dire aussi. Il faut être clair aussi, tout simplement parce que c'était d'anciens mecs qui étaient dans des prisons du camp pendant la guerre d'Espagne, qui se sont échappés comme tout le monde quand il n'y a eu plus personne pour les surveiller, et qui sont retrouvés ici, qui avec un statut de résistant, sont plutôt mis à piller et à assassiner. Bon, ça c'est autre chose. Voilà, ça c'est des petits groupes, par-ci par-là. Mais la plupart sont nickel, font ce qu'ils peuvent. Hein. Alors ces petits groupes de résistants, le problème c'est qu'il faut les unir si on veut que ça soit efficace et si on veut être reconnu au niveau politique extérieur. Parce que là, la France, on n'est plus rien. À ce moment-là, la France, pour les Américains, ça a disparu. Hein. C'est pas De Gaulle ou les résistants qui sont pour eux les personnes avec qui il faut discuter, mais c'est avec le maréchal Pétain ou les Allemands, parce que il n'a aucune valeur, De Gaulle. Alors il réussit, ils vont réussir à réunir ces petits groupes de résistance grâce à Jean Moulin. Jean Moulin va être le préfet qui n'avait pas voulu prêter serment au maréchal Pétain, se retrouve en Angleterre, et en Angleterre, De Gaulle lui dit, voilà, il faut unifier les groupes de résistance, il faut qu'ils me reconnaissent comme le chef de la résistance pour qu'on puisse être reconnu au niveau international, comme faisant partie des alliés qui sont encore aptes à combattre le nazisme. D'accord ? Jean Moulin va réussir à unir ses résistants, voilà, mais malheureusement, il va être dénoncé lors d'une réunion, il va être arrêté avec d'autres, il va être torturé et il va mourir. Voilà, il va se suicider, il va réussir à se suicider avant de parler. D'accord ? Voilà. Jean Moulin. Personnage important et il faut s'en souvenir dans l'histoire. Et il va réussir à réunir des groupes qui sont complètement différents, parce qu'il y a des groupes de résistance d'extrême droite, comme il y a des groupes de résistance communiste, il y a des groupes de résistance socialiste, c'est encore très politisé, vous savez, ils étaient divisés dans la politique, les Français ils étaient encore divisés dans la résistance, parce qu'ils n'étaient pas des mêmes groupes politiques, et après, hop, Jean Moulin a réussi le tour de force à tous les réunir pour combattre un ennemi commun. Et ils sont tous rassemblés dans le CNR, d'accord ? Le Conseil national de la résistance, où tout le monde est représenté. Et ce CNR va donner plus tard le GPRF, on verra le groupement provisoire de la République, gouvernement provisoire de la République française. Mais ça en est un petit peu la base, voilà, hein, d'accord ? Et ça va rendre efficace un peu plus aussi ces résistants. Et donc, grâce au Conseil national de résistance, CNR, grâce aux forces françaises libres, FFL, qui vont se battre aux côtés des Anglais, des Américains, voire certains avec les Russes, hein, il y avait des aviateurs français qui se battaient avec les Russes contre le nazisme, la France pourra être reconnue comme faisant partie
des nations qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Alors que les Polonais se sont battus au même niveau que nous, qu'ils ont fait de la résistance au même niveau que nous, par exemple, ils ne vont pas avoir la même reconnaissance après la guerre. Voilà. Vous voyez? Comme quoi, la politique, quand on fait la guerre, c'est aussi très important. Et par exemple, à la fin de la guerre, va être créé à New York l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dont le but est d'éviter les guerres, justement, hein, de faire que tous les pays du monde puissent se rassembler dans un seul endroit pour pouvoir discuter et éviter les guerres. Apparemment, ça ne marche pas. Eh bien, nous, les Français, on est membres permanents du Conseil de sécurité. C'est une place très, très, très importante au niveau international et au sein de l'ONU. Eh bien, il n'y a pas les Polonais, par exemple. Pourtant, eux aussi, ils se sont battus. Ils ont eu des forces libres, hein, aux côtés des Anglais. Ils ont eu des résistants contre les Allemands. D'accord? Mais ils n'ont pas eu la chance d'avoir un Winston Churchill qui était polonophile. Je sais pas, hein, il était plutôt francophile. Bon, tant mieux pour nous. Voilà. Maintenant, donc, comme je vous l'ai dit, tout n'était pas blanc dans la résistance. On a essayé de faire de la résistance une sorte d'oie blanche, mais ce n'est pas vrai. Je vous ai parlé des petits groupes d'Espagnols, mais aussi dans les résistants français, il y a eu des règlements de compte, des gars qui ont été fusillés à partir de 44-45, qui n'étaient pas des collaborateurs, mais juste parce que celui-là, il plaisait pas, ou parce que un gars de la résistance ne l'aimait pas, donc on le fusillait. Il y a eu des pillages, il y a eu des viols, il y a eu des femmes tondues, tout ça parce que elles étaient elles étaient tombées amoureuses ou elles avaient couché avec un Allemand. Bon, hein. C'était la guerre, et puis même pendant la guerre, on peut tomber amoureuse d'un grand blond aux yeux bleus. D'accord? Voilà. Donc tout ça, c'est à mettre au discrédit un petit peu de la résistance. On voit que quand même ceux qui ont fait ça, c'était surtout les résistants de la dernière heure. Hein. Ce qu'on appelle les résistants de la dernière heure, c'est ceux qui se sont réveillés le 6 juin 1944 quand les Américains, les Anglais ont débarqué. Et puis ils se sont réveillés le 15 août quand l'armée d'Afrique française débarque du côté de Marseille et Toulon. Donc ceux-là, tout d'un coup, ils se sont réveillés en se disant « Oui, oui, je suis résistant, je suis résistant ». Et c'était les pires. Bon. Donc, justement, tiens, je vous ai parlé de l'armée d'Afrique. Ça, c'est un point important aussi pour De Gaulle, puisque cette armée d'Afrique qui est exclusivement constituée d'indigènes d'Afrique, on disait les indigènes, hein, il y a un film là-dessus, qui s'appelle Les Indigènes, ou Indigènes. Donc, ce sont des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Sénégalais, etc., etc., des gens qui venaient des colonies françaises, qui ont fait, et puis les Pieds Noirs, donc les Français d'Afrique du Nord, qui ont créé la majorité des troupes, hein, la grosse majorité des troupes de l'armée de Gaulle. Voilà, hein, c'est cette armée d'Afrique qui va surtout libérer la France et qui va surtout représenter militairement la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc merci à eux et merci aux Français qui vivaient dans ces pays-là. Oui, parce qu'ils se sont battus en Afrique du Nord contre Rommel, l'Africa Corps, hein. Ils se sont battus en Corse, en Italie, en France, en Allemagne, hein. Ils ont fait les mêmes campagnes que les Américains ou les Anglais, quoi. Voilà. Et même si le 6 juin 1944, le débarquement en Normandie, le premier débarquement, il n'y a que quelques centaines de Français, on estime à 230 000 hommes à peu près, les Français, de l'armée française, qui vont débarquer entre Toulon et Marseille. Il ne faut pas l'oublier.
C'est l'opération Dragon, pour nous, Dragoon, évidemment, pour les anglo-saxons. Et c'était le 15 août 1944. On crée un deuxième front par le sud, voilà. C'était pour prendre en tenaille l'armée allemande, vous savez. On débarquait d'un côté, au nord, puis au sud, et puis, comme ça, si les Allemands voulaient s'échapper, on les prenait en tenaille, voilà. C'est pour ça que dans le sud-ouest, il n'y a pas eu beaucoup de bagarres, parce que ils étaient remontés vite fait chez eux, voilà. On va dire qu'approximativement, au mois de novembre, le 23 novembre, Strasbourg est libéré, et on va dire que bon, ben, la France est libérée à ce moment-là, 23 novembre 1944. Voilà. Il y a encore des combats, par-ci, par-là. Il y a des Allemands qui résistent, des poches de résistance allemande qui vont durer des mois. Il y a Royan, Colmar, Saint-Nazaire, qu'est-ce qu'il y avait encore, Lorient, ouais, je crois que j'ai fait le tour. Ce sont des poches comme ça, où les Allemands ont su résister. L'île d'Oléron, hein, aussi, puisque Royan, l'île d'Oléron, où ils ont su résister pendant des mois. Voilà, c'est des poches de résistance en France, alors que le gros de l'armée allemande est déjà parti en Allemagne. Eux, ils ont résisté sur certains endroits. Et c'est l'armée française qui est allée résoudre souvent le problème. Voilà. Bon, mais grosso modo, la France est libérée fin 1944. Voilà. Hein. Et c'est un nouveau monde qui commence. On va mettre en place un nouveau gouvernement. Vite, 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 vite. Par le général de Gaulle, qui va s'empresser de faire un nouveau gouvernement, car Roosevelt voulait mettre en place un gouvernement à sa poche, et les Anglais voulaient mettre une sorte de protectorat sur la France, vous voyez, c'est-à-dire une sorte de colonisation, parce qu'ils croyaient que de Gaulle avait l'envergure d'un dictateur, ils voyaient en lui un dictateur, et donc il s'était dit, on va mettre en place tout de suite un gouvernement, les Américains s'étaient dit, et ils avaient même déjà frappé des nouveaux francs, les Américains, prêts à être distribués en France. Voilà. Mais De Gaulle, rentre à Paris très rapidement dans les pas de la deuxième division blindée qui vient de libérer Paris, au nom du Conseil national de la résistance. Il dit, voilà, on met en place tout de suite le gouvernement provisoire de la République française. Il insiste bien sur l'idée de provisoire. Et ce gouvernement provisoire de la République française va diriger la France pendant 2 ans, le temps que toutes les institutions se remettent en place, que les choses aillent mieux, etc. Bon, parce qu'il y aura encore des répercussions ou comme des difficultés à se nourrir en France pendant encore des années. Voilà. Et ce gouvernement provisoire de la République française va nous amener quelque chose d'important. C'est d'abord le droit de vote des femmes, enfin reconnu, et la sécurité sociale. Et ça, c'est vachement important quand même. Voilà. En 1946, c'est la fin du GPRF, ou enfin de ce qu'il en reste, et on va avoir la mise en place de la 4e République. Voilà. Et derrière, c'est la guerre froide. Une guerre qui n'aura jamais réellement lieu, une guerre entre la Russie et les États-Unis, mais qui ne va jamais réellement démarrer. Voilà. Alors merci à tous pour cette écoute. Voilà, vous avez encore une fois appris des choses certainement sur le général de Gaulle au niveau de sa politique, surtout pour être reconnu comme vainqueur, pour faire reconnaître la France plutôt comme vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, à la fois au niveau, grâce au CNR, hein, et grâce à son armée, et surtout l'armée d'Afrique. Et merci de m'avoir écouté. À très bientôt sur Armarius. Et très prochainement, je vous en mettrai rapidement 2, dont une sur assez dure, assez pénible, sur un docteur qui faisait des tests sur
dans les camps de concentration, il faisait des tests sur des humains plutôt que sur des animaux, le docteur Mengele. D'ici là, à très bientôt avec Armarius. Et merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un pouce, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Ciao!